Ce qu'on voulait en fait partager avec vous aujourd'hui, c'est notre expansion vers l'Asie et comment est-ce qu'on a accompagné et on accompagne aujourd'hui plusieurs marques, principalement dans l'agroalimentaire, dans le luxe, dans leur déploiement en Asie et dans leur capacité à écouter ces territoires-là et à s'inspirer et à pouvoir s'adapter à ces cultures-là. Donc nous, ce qu'on fait, c'est de l'écoute du web social, c'est la capacité à entendre, écouter, suivre l'ensemble des conversations publiques sur le web. Ce qu'on a appris, en fait, finalement, c'est que... donc je reviens là-dessus, pardon. Le social listening, c'est donc la capacité à écouter les gens qui ont envie d'être écoutés. C'est important pour nous, c'est une conviction forte. Pourquoi Parce que on a aujourd'hui de plus en plus de problématiques autour des questions de privacy et de l'individu qui est suivi, qui est observé de plus en plus, pas forcément avec son consentement. On a une conviction chez Linkfluence, c'est que s'intéresser à l'individu média, c'est-à-dire celui qui a envie d'échanger, celui qui a envie de partager, celui qui a envie d'être entendu, eh bien, ça permet finalement de se connecter à la société en train de se faire, ça permet de se connecter à la société en temps réel et de rester dans une sorte de contrat, de confiance avec l'ensemble de ces individus et l'ensemble de ces personnes qui sont écoutées. L'individu média, c'est lorsque vous décidez de dégainer votre compte Twitter pour dire que vous n'êtes pas content d'un produit, que vous n'êtes pas content d'une marque, que vous n'êtes pas content d'une expérience, ou pour vous dire à quel point est-ce que vous êtes ravi et à quel point est-ce que vous êtes heureux de partager une expérience. Sur l'Europe, en général, ce métier-là, ça a été inventé plutôt par des sociétés occidentales. Sur l'Europe, en fait, c'est pas si difficile que ça. Pourquoi ? Pour une raison assez simple. C'est qu'il y a évidemment des spécificités culturelles, vous le savez, on ne va pas analyser de la même façon la Suède et la Grèce, et on ne va pas écouter parce que derrière les technologies, derrière les plateformes, eh bien, il y a des individus qui ont des spécificités culturelles. Et on ne va pas non plus analyser de la même façon dans un pays même, la Californie et le Nebraska, c'est pas Hillary Clinton ou M. Trump qui vont nous démentir. Mais en même temps, ce qui est assez simple en Occident, et ce qu'on a tendance à oublier, c'est qu'il y a en fait une concentration des plateformes qui est extrêmement forte. Vous avez GAFA, dont on parle, et quand il s'agit d'écouter l'information publique du web, eh bien, vous avez aussi Twitter. Et ce GAFA avec Twitter, en fait, d'une certaine façon, couvre quasiment la totalité, que vous soyez cette fois-ci en Grèce, en Suède, dans le Nebraska ou en Californie. Eh bien, si vous êtes capable d'écouter cette diversité-là, eh bien, vous serez capable d'écouter l'ensemble du web social. Ça, c'était pour l'Occident. Et nous, chez Linkfluence, sur les 8 dernières années, on va dire, on a accompagné nos clients sur leurs problématiques, on va dire, occidentales. Quand on était international, c'est qu'on était capable de traiter les États-Unis, qu'on était capable de se déplacer vers l'Allemagne, un peu vers l'Europe de l'Est, vers l'Italie, vers l'Espagne. Mais finalement, l'international, il s'arrêtait à cet endroit-là. Évidemment, je ne vais pas vous expliquer à quel point est-ce qu'aujourd'hui l'Orient, l'Asie est un marché clé. C'est vraiment la prochaine étape que l'on regarde tous et que tout le monde observe. Et ce sont véritablement là les marchés de croissance qu'on va aller chercher. Et quand nous, on a commencé à regarder ce marché-là, eh bien, on a fait comme la plupart de nos petits camarades. C'est-à-dire qu'on s'est dit, eh bien, GAFA, justement, les lit tous. GAFA est omniprésent, GAFA est omnipotent. Donc, eh bien, tournons juste notre capacité à écouter ces plateformes-là vers l'Asie et voyons ce qu'il se passe. Le problème, en fait, c'est que c'est un petit peu plus simple, un peu plus compliqué que ça. Évidemment, vous le savez tous, hein, l'Asie, ça se ressemble. Tout ça, c'est la même chose. Globalement, c'est ça. Hein, c'est un géant, c'est un peu comme un restaurant géant qui vous propose des sushis, de la nourriture chinoise et de la nourriture thaï. Vous mettez tout ça dans un gros bloc et puis vous vous dites, bon ben voilà, j'ai adressé l'Asie. Donc en général, on va s'installer à Singapour. Parce que l'avantage de Singapour, c'est que vous êtes à moins de 2 heures d'avion d'à peu près n'importe où en Asie. Puis à Singapour, il y a une multiculturalité qui est hallucinante. Il y a des gens du monde entier, donc c'est un melting pot. Et on se dit, bon ben voilà, on va adresser ce marché-là en regardant simplement Singapour. Et puis ça va nous permettre de rayonner sur la totalité de l'Asie. Donc pour ceux qui n'avaient pas saisi le léger ton d'ironie dans ma phrase précédente, évidemment, la réalité elle est un peu plus complexe que ça, et ça on commence à le comprendre de plus en plus. En tout cas, on le sait depuis longtemps, mais la question c'est comment est-ce qu'on l'utilise, comment est-ce qu'on en prend compte, et comment est-ce qu'on s'adapte à cette diversité-là. Donc de la même façon que la Suède n'est pas la Grèce et que le Nebraska n'est pas la Californie, la Chine est un continent à part entière. De l'autre côté, il y a une multitude de pays aujourd'hui qui sont sur cette zone Asie.
Donc combien je vous rappelle quand même, plus de 25 pays qui ont tous des cultures différentes. Si on regarde un peu plus, on va voir qu'on a plus de 14 langages différents. Donc la question, évidemment, c'est pas seulement est-ce que vous maîtrisez le chinois, 14 langages différents et aussi une multitude d'alphabets. Des alphabets qui sont à la fois des alphabets traditionnels et des alphabets qui ont été adaptés dans les langues, enfin dans les alphabets latins, mais avec des multitudes de caractères spéciaux. On va y revenir. Chiffre intéressant qu'on n'a peut-être pas souvent en tête, toujours en tête, sur les 10 pays ayant la plus forte diversité religieuse dans le monde, il y en a 6, donc 60%, sur les 10 premiers pays, il y en a 6 qui sont dans cette zone-là. Donc la diversité culturelle, évidemment, s'incarne aussi au travers de cette diversité religieuse. Et si on n'a pas cette capacité-là aussi à prendre en compte cet élément, eh bien, on ne va pas pouvoir faire grand-chose sur ce territoire-là. Et pour quelque chose qui relève un peu plus de la pop culture et qui sera un peu plus léger, on a dénombré pas moins de 7 versions de Dancing with the Stars, donc de Danse avec les stars, hein, pour sa version française, ce qui est aussi quand même assez intéressant quand on veut commencer à s'intéresser à la diversité culturelle de cette zone-là. Donc, une des questions qu'on s'est posées, c'est comment est-ce qu'on suit ces tendances-là et ce dont on s'est rendu compte aussi, c'est que sur la diversité de ce marché asiatique, et donc ces multiples pays, les techniques, les méthodes marketing auxquelles vous êtes habitués et qui sont plutôt stabilisées, robustes, solides, installées en Occident, ne sont pas également réparties et l'ensemble des pays d'Asie ne sont pas également dotés sur ces questions-là. Faire des études telles qu'on les fait en France, par exemple, peut être plus ou moins compliqué selon les pays, pour des raisons pas seulement d'infrastructures, mais aussi pour des raisons culturelles. Le sondage auquel on est habitué, même si on a de plus en plus de résilience par rapport face à ce type d'interrogation de la population, ne va pas être accueilli de la même façon dans les différents pays asiatiques, et chacun va traiter ces méthodologies avec sa propre culture. Et donc dans cette situation-là, venir avec des méthodologies qui sont des méthodologies qui ont été inventées, qui sont plutôt en Europe ou aux États-Unis, qu'on soit du côté des études quantitatives ou des études qualitatives, va poser des problèmes lorsqu'on arrive en Asie. Alors évidemment, vous me voyez arriver. Dans ce genre de situation, ce dont on s'est rendu compte, effectivement, c'est que commencer par l'écoute du web social, ça pouvait fortement aider. On est ravis depuis hier matin d'entendre, de voir se succéder les speakers ici, ou de voir les différents workshops qui ont lieu, qui sont en train de plus en plus accepter, mettre en avant et dire commençons par écouter, first listen. Soyons capables de nous connecter à ce consommateur connecté, justement. Soyons capables de l'entendre dans l'instant, dans le moment, dans ses attentes, dans ses désirs. Soyons capables de nous rapprocher de lui pour véritablement basculer dans une approche qui soit consumer-centric. Et le social listening, évidemment, on y croit depuis longtemps, mais en Asie, on s'est rendu compte que ça démultipliait en fait sa valeur parce que, eh bien, il est un moyen aisé qui va trouver bien moins de concurrence sur certains marchés parce qu'en fait, on n'a pas d'autre alternative et c'est la première façon à un moment de se connecter à ses publics, à ses cibles et à ses clients potentiels. Le problème, c'est que c'est un peu plus complexe que ça en fait, au niveau technique. C'est-à-dire qu'il y a effectivement toujours ces diversités culturelles, mais vous avez un autre problème, c'est que ce n'est plus GAFA et Twitter qui sont à la manœuvre, plus uniquement. Et donc, sur une zone de 25 pays qui représente un peu moins de la moitié, quand on prend l'Inde, de la population de la Terre, on va se rendre compte en fait, qu'il y a une diversité en termes de plateformes et en termes de lieux d'écoute qui est infiniment plus large que ce que l'on a en Occident. Pour prendre 3 clusters extrêmement simples, là on est sur la zone qui est plutôt la Chine. Vous connaissez les BAT, Baidu, Alibaba, Tencent, les plateformes qui sont extrêmement présentes en Chine. Alors la Chine a sa particularité effectivement de bloquer la plupart des plateformes occidentales, donc ça a développé un écosystème extrêmement riche et un des écosystèmes aujourd'hui qui est le plus en avance sur son marché. Mais juste là, on a effectivement Sina Weibo, WeChat, QQ, qui vont être des espaces et des plateformes qui sont clés si on veut commencer à écouter ce qui se dit, ce que disent les consommateurs et ce que disent les citoyens sur la Chine. Mais ce n'est pas si simple.
Si on regarde du côté de la Corée du Sud, les experts m'excuseront, hein, j'ai fait un bloc avec la Corée du Sud et le Japon, enfin c'est surtout les Coréens du Sud qui devront m'excuser parce que je ne suis pas sûr qu'ils le prennent très bien. En tout cas, si on prend la Corée du Sud et le Japon, on va avoir des plateformes comme KakaoTalk, qui est une plateforme d'instant messaging, qui est le WhatsApp coréen, qui est le WeChat coréen, qui propose aussi des espaces de pages publiques. On va avoir des espaces comme Line ou comme Naver, donc Naver toujours en Corée du Sud, Line au Japon. Alors vous allez me dire, bon, ben donc GAFA, c'est terminé. Eh ben non, parce que toute l'Asie du Sud-Est, par contre, toute l'Asie du Sud-Est, c'est le royaume d'Instagram, c'est le royaume de Twitter, c'est le royaume de Facebook, et c'est le royaume de WhatsApp. Donc, en Asie du Sud-Est, il y a effectivement une présence extrêmement forte, et ces plateformes-là, surperforment dans ces pays-là. On a souvent tendance à oublier que le fait que Facebook, par exemple, ne soit pas autorisé en Chine, on imagine que Facebook n'est pas présent en Asie. Plus d'1,5 milliard d'utilisateurs de Facebook au niveau global, plus de 550 millions d'utilisateurs de Facebook en Asie du Sud-Est. Donc c'est pas du tout une plateforme. Donc toutes les images qu'on peut avoir en général, où on va dire, quand on commence, c'est un peu comme quand on commence une phrase en disant les Français pensent que ou les Français sont, en général on va dire une connerie. De la même façon, quand vous commencez une phrase en disant l'Asie c'est comme ça ou l'Asie, les gens pensent ça ou font ça, en général vous allez dire une connerie parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le problème, c'est que ces plateformes-là, que je vous ai montré, ces 9 plateformes-là, c'est que le début, en fait. C'est qu'après, vous avez un écosystème, vous avez une histoire du web qui est aussi totalement singulière. Et si on regarde, là, vous allez avoir l'impression qu'on fait de l'archéologie, mais pas du tout. Tout ça, ce sont des forums, des bulletin boards, au Japon, en Indonésie, à Taïwan, en Chine. Vous voyez celui quand même de Taïwan en haut à droite, qui est dans une esthétique Minitel, qui vous rappellera, j'imagine, quelques souvenirs agréables. Mais c'est un site actif sur lequel il y a des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui échangent. Ces espaces-là sont très compliqués à travailler et à analyser. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont en général multithématiques. Ce sont des sortes d'énormes forums, une sorte d'équivalent de nos Au Féminin ou Doctissimo en France, où comme vous le savez, sur Doctissimo, on ne parle pas que de santé. Sur Au Féminin, on ne parle pas que de sujets féminins, entre guillemets. Donc on va avoir une diversité très très forte sur ces sites-là, on va parler d'à peu près tout. Et chacun de ces sites sont des univers et des mondes à part entière, et c'est évidemment pas des sites avec des moyens de communication derrière comme les Alibaba, les Tencent, qui vont énormément faire parler d'eux. Ça se passe dans des interstices du web, peu visibles, mais qui en même temps sont immensément riches d'insights. Donc, prendre en compte la diversité est plus que critique si on veut attaquer ces marchés-là. Et nous, c'est ce qu'on a appris. C'est ce qu'on a appris en travaillant avec nos clients. La diversité des conversations d'un côté, mais évidemment aussi la diversité de ceux qui s'expriment et de l'ensemble des individus qui sont derrière. C'est-à-dire cette capacité à la fois à analyser les conversations pour y trouver des insights et pour y trouver des leviers derrière d'action, des leviers d'activation sur du digital d'ailleurs ou aussi en offline, mais la capacité aussi à profiler l'ensemble de ces publics, c'est-à-dire à savoir qui parle, qui sont ces individus, quelles sont leurs affinités, à quoi est-ce qu'ils s'intéressent. Et là, on va avoir une diversité selon le marché qui va être extrêmement forte. Notre conviction, c'est que, évidemment, l'écoute du web social permet aujourd'hui d'accéder à cette diversité. Et permet d'accéder à cette diversité, c'est évidemment pas le seul moyen, mais permet d'y accéder en première instance. C'est-à-dire que lorsque vous vous posez des questions, lorsque vous voulez vous attaquer à un nouveau marché, lorsque vous voulez adresser de nouvelles problématiques, eh bien, ça permet de faire des coups de sonde qui ont l'avantage d'être en temps réel, immédiat, qui ont l'avantage d'être exhaustives. Alors, exhaustif évidemment, quasiment, parce que même Google aujourd'hui n'est pas exhaustif dans sa capacité à crawler la totalité du web. Donc, on fait de notre mieux, on y travaille énormément, on a 40 ingénieurs qui bossent là-dessus, mais il n'empêche qu'on n'est pas totalement exhaustif. D'être dans l'ensemble de ces pays et dans l'ensemble de ces régions-là, sans tracking et sans demander quoi que ce soit. Je me rends compte que je suis en retard, mais on va terminer très rapidement. Derrière, juste pour vous donner 2-3 mots sur comment est-ce que l'on fait ça et les enjeux technologiques et les enjeux d'innovation, parce qu'il ne faut pas croire que ce n'est pas seulement un discours, c'est que si derrière vous n'investissez pas très fortement en R&D pour être capable de réaliser et de porter cette promesse-là, eh bien, ça ne reste que des promesses. Derrière, ça commence avec les alphabets. J'en parlais tout à l'heure. Là, vous voyez, on est sur notre logiciel Radarly, on est sur l'alphabet coréen. On passe ensuite en Mongolie, encore un autre alphabet. Ici, on passe sur le chinois simplifié. Simplement gérer ces alphabets, ça pose une certaine complexité. Une fois que vous avez fait ça, il faut être capable d'apprendre au logiciel les langages. Voilà.
l'ensemble des langues, les 19 langues dont on a parlé juste avant, c'est bien que ça se termine parce que ma voix aussi se termine, dont on a parlé juste avant, il faut être capable de les repérer, de les analyser. Une fois qu'on a fait ça, il faut être capable de crawler la totalité du web. Et je vous ai montré toutes ces plateformes, je vous ai montré tous ces sites spécifiques. Nous, aujourd'hui, sur des sites éditoriaux, type les forums, je vous ai montré, on en a plusieurs millions qui sont crawlés uniquement sur cette zone de l'Asie. Adapter votre capacité à analyser le langage, c'est-à-dire être capable de faire, par exemple, de l'analyse de sentiments, de la reconnaissance de concepts, de la reconnaissance de thématiques sur l'ensemble de ces langues-là. Encore un défi qui est loin d'être simple. Et on termine quand même en rendant tout ça un minimum sexy, en essayant de rendre compte de toutes ces données-là dans des dashboards qui vont être le plus faciles d'utilisation pour permettre à des gens justement qui ne sont pas des spécialistes du listening, des gens qui ne sont pas spécialistes de l'information, qui ne sont pas spécialistes des big data, surtout pas des data scientists, des gens du marketing, d'aller attaquer cette donnée-là, de plonger dedans et d'essayer de savoir ce qui se raconte partout dans le monde à n'importe quel moment. Et on peut à ce moment-là commencer ce à quoi on croit énormément chez l'Influence, c'est-à-dire le data telling, à pouvoir raconter des histoires à partir de la data et à pouvoir justement faire une exploitation utile de cette donnée-là. Je vous remercie, je suis désolé, j'ai débordé 2 minutes. Merci infiniment Guillaume, on va